Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Alors que le Rwanda se prépare à entamer le 7 avril, la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, des experts appellent à une utilisation responsable des réseaux sociaux durant cette période de deuil. Des professionnels de la santé mentale ainsi que des utilisateurs réguliers des plateformes numériques estiment que les messages partagés en ligne doivent réconforter, unir, plutôt que de raviver des traumatismes chez les survivants. Un reportage de Kwigila Issa et Jean-Benoît Michel. Les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Facebook, X, anciennement Twitter, Instagram, TikTok et LinkedIn continuent de jouer un rôle majeur dans la diffusion de l'information. Cependant, des inquiétudes persistent quant à leur mauvaise utilisation. Dans certains cas, des individus s'en servent pour propager des discours de haine, y compris des messages niant ou minimisant le génocide contre les Tutsis, en particulier durant la période de commémoration. De nombreux jeunes affirment leur engagement à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, en partageant des informations vérifiées et en s'opposant au négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsis de 1994 au Rwanda. Ce n'est pas la première fois que je prends cet engagement. Je le fais habituellement. D'abord, il s'agit de partager des informations vérifiées. Ensuite, de confronter à ce qui déforme les faits du génocide de 1994 contre les Tutsis en utilisant les réseaux sociaux. Il existe de nombreuses tentatives visant à déformer les faits et la vérité sur le génocide de 1994 contre les Tutsis. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, la vérité est claire et nous sommes prêts, en tant qu'influenceurs, sur les réseaux sociaux, à la défendre. Les experts en santé mentale mettent en garde contre l'impact psychologique profond que peuvent avoir les contenus diffusés en ligne. Le docteur Darius Gishoma, il est responsable de la division de la santé mentale au Rwanda Biomedical Center, souligne que tant les individus que les médias doivent faire preuve de prudence, en particulier pendant la semaine de deuil et les 100 jours de commémoration. Il ne s'agit pas seulement de partager des informations ou des actualités, mais aussi de préserver la dignité et de protéger les survivants. Par exemple, si vous enregistrez et que vous remarquez qu'une personne ne se sent pas bien, même si vous devez couvrir l'événement, vous devez faire preuve de professionnalisme en fait de protéger les survivants. Un autre spécialiste en santé mentale, Dr Shast Wivoleye, avertit que l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux peut contribuer au traumatisme et à la détresse émotionnelle. Les fausses informations sont dangereuses, perturbatrices et nuisibles. Elles peuvent affecter à la fois l'esprit, la santé psychologique et le comportement. Et tout cela se répercute généralement sur la santé mentale. L'utilisation des réseaux sociaux doit donc se faire de manière consciente et réfléchie. Les experts insistent sur le fait que les propos offensants, les images choquantes et la désinformation peuvent raviver les blessures et déclencher des traumatismes chez les survivants. L'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda, a appelé les Rwandais à soutenir et réconforter les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, alors que le pays s'apprête à entrer dans la 32e période de commémoration. Il a lancé cet appel à l'occasion des célébrations de Pâques, l'un des événements les plus marquants du calendrier chrétien. Jean-Benoît Michel et Jean-Paul Tulatsinze. Les célébrations de Pâques dans les églises et confessions religieuses à travers le Rwanda ont été marquées par des messages d'espoir et de renouveau, alors que les chrétiens commémoraient la résurrection de Jésus-Christ. Mais cette année, le message a pris une dimension plus profonde. Les fidèles ont été invités à se préparer à la 32e commémoration du génocide contre les Tutsis. Les responsables religieux ont profité de cette occasion
pour appeler à l'unité, à l'amour et à la résilience, alors que le pays réfléchit à l'impact durable du génocide. Par ailleurs, l'archevêque de Kigali, Antoine Cardinal Kambanda, a exhorté les Rwandais à se souvenir de l'histoire traversée par le pays et à se tenir aux côtés des survivants et à participer activement à toutes les activités prévues durant la période de commémoration. Le génocide de 1994 des Tutsis a été une période marquée par l'absence du christianisme, d'intégrité et d'amour. Les véritables croyants étaient à peine visibles. Le Rwanda semblait comme un pays crucifié sur la croix. À cette époque, beaucoup se demandaient comment retourner à l'église, car leur foi avait été blessée et déçue. Heureusement, le génocide perpétré contre les Tutsis a été arrêté et dans des conditions très difficiles, le processus de réconciliation a commencé. Jésus-Christ a souffert avec les nôtres dont nous faisons mémoire. Et en nous souvenant, nous nous rappelons aussi qu'ils étaient des parents, des proches et des enfants avec qui nous partagions le chemin de la vie. Nous les pleurerons et nous nous en souviendrons dans l'unité. Le lien qui nous unit nous permettra de continuer à rester proches les uns les autres en réconfortant les survivants. Les célébrations de Pâques cette année interviennent à la veille du lancement de la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. La grande édition sur la télévision rwandaise. Le Rwanda prévoit de déployer d'ici fin 2026 un système numérique partagé pour les institutions de microfinance, y compris les SACO de district. Cette initiative inclut également le déploiement d'agents au cours des 2 prochaines années dans le but de rapprocher les services financiers des communautés rurales. Jean-Benoît Michel et Kwizera Bosco. Les efforts visant à combler ce déficit ont été mis en avant lors du sommet sur la technologie de la microfinance qui a réuni les experts en FinTech et des institutions de microfinance. Lors de ce sommet tenu à Dar es Salaam, le Rwanda a annoncé son projet de mettre en place une plateforme numérique unifiée qui connectera les institutions de microfinance à l'échelle nationale avant fin 2026. Selon Léo Eustache Kanamdjile, président de l'Association nationale de FinTech, cette plateforme sera complétée par un système intégré d'information sur les clients. Cela signifie que les données de clients seront accessibles entre les différentes institutions, permettant ainsi une prestation de services plus rapide et plus efficace. Par ailleurs, Gattel Damier, il est le président de l'Association des institutions de microfinance au Rwanda, indique que des plans sont en cours pour déployer 10 000 agents dans les 2 prochaines années. Ces agents, y compris ceux travaillant avec le SACO, devraient améliorer de manière significative l'accès aux services financiers, en particulier dans les zones mal desservies. La première étape consiste à partager des informations entre des institutions financières et les entreprises technologiques sur les questions liées à l'accès facile aux services. Cela permettra de résoudre de nombreux problèmes et aussi de renforcer la confiance entre les différents partenaires. Le Rwanda compte actuellement environ 70 institutions de microfinance et SACO, opérant à travers plus de 800 agences et servant à près de 10 millions de membres. Un rapport 2024-2025 de la Banque nationale du Rwanda indique que plus de 10 000 agents sont déjà en activité, mais qu'ils servent principalement les banques commerciales. La nouvelle initiative vise à combler cette lacune en étendant les services d'agents bancaires plus profondément dans les zones rurales et en renforçant l'inclusion financière. L'Office national chargé de la gestion foncière assure qu'aucun dossier lié aux erreurs foncières ne dépassera désormais un délai de 30 jours sans être résolu. Cette garantie repose notamment sur le déploiement de plus de 300 nouveaux professionnels en topographie dans le but d'accélérer la prestation des services auprès des citoyens. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Parmi les problèmes les plus fréquemment signalés figurent les conflits de limites, les erreurs d'identification des parcelles, ainsi que d'autres irrégularités liées à la gestion des terres.
Les géomètres, ou bien land surveyors, indiquent qu'ils rencontrent des difficultés pour assister les citoyens lorsque certaines situations nécessitent l'intervention directe de l'institution nationale en charge du foncier, notamment pour la suppression des codes techniques ou la régularisation des terrains empiétés. Twagiye kumupimira ko ari gukosoza imbibi noneho twarayisabumitinze yarageze no mu kigo cy'ubutaka. Nous sommes allés effectuer un bornage pour corriger les limites. Après avoir soumis le dossier à l'office foncier, le propriétaire souhaitait en retirer en fait de procéder à une imitation en faveur d'une autre personne. Nous lui avons expliqué la procédure à suivre. Il est allé au niveau du district, a suivi des étapes et a pu récupérer son titre. Mais lors de l'imitation, le code du géomètre réapparaît. Kugeza na n'ubu kode yanze kuvamo na imitation ntirakorwa. Urabona ari umuntu afite nk'ikibanza ugasanga afite ikibanza ariko. Il arrive qu'un citoyen possède une parcelle achetée auparavant, mais qu'il cède une partie pour la création d'une voie publique. Cependant, la superficie initiale reste mentionnée pour le titre foncier, ce qui l'oblige à payer des taxes et sur toute la surface. Il vient alors demander au géomètre de supprimer cette partie, mais en réalité, ce service n'est pas encore disponible. Atufasha ino service unkurireho uno muhanda. Iyo service kugeza ubu ngubu ntabwo ihari yo gukuraho umuhanda ku cyangombwa cy'ubutaka. Le président de l'ordre des géomètres au Rwanda, ingénieur Athanase Gasirao, appelle les fonctionnels du secteur à faire preuve de rigueur, de proximité envers les citoyens, en particulier là où ces derniers ne peuvent pas accéder facilement au service. Nous les préparons en sachant qu'ils seront en contact direct avec la population. Ils doivent aller vers les citoyens afin de résoudre les problèmes fonciers au lieu de les aggraver. Nous constatons encore un manque de préparation chez certains géomètres, ainsi que la présence de nos professionnels, ce qui contribue à l'augmentation des difficultés. De son côté, la responsable de la division cadastrale au sein de l'office foncier, Yvonne Akimana, souligne que les services doivent désormais être rendus plus rapidement grâce aux nouvelles technologies. Code kugira ngo zivanwemo byasabaga ko bikorerwa ku butaka ariko ubu byarorohejwe n'izi mpuguke bimwe mu byo twabahuguye. Auparavant, la suppression des codes nécessitait des interventions directes sur le terrain. Aujourd'hui, grâce aux formations dispensées, les experts utilisent des plateformes numériques auxquelles ils ont désormais accès. Ils peuvent ainsi traiter les dossiers à distance, transmettre les données collectées en temps réel et garantir leur conformité. Avant, les mesures étaient enregistrées sur des supports physiques et déposées au secteur. Mais désormais, tout se fait directement via le système. Dans cette dynamique, l'Office national du foncier a formé 305 géomètres qui contribueront à accélérer la prestation de services fonciers à travers tout le pays. Page santé, cette fois-ci, avec l'augmentation des grossesses précoces chez les adolescentes au Rwanda et que cela devienne un enjeu majeur de santé publique dans le pays. L'organisation de la presse francophone au Rwanda, en partenariat avec l'association Santé mentale Suisse Rwanda, a organisé une formation d'une journée avec comme thème « Informer pour protéger le rôle de l'éducation à la sexualité » dans la prévention des grossesses chez les adolescentes. Cette formation qui a eu lieu ce lundi a été organisée à l'intention des journalistes, en particulier ceux de la presse francophone, mais également ouverte à tous les professionnels des médias intéressés par les questions de santé mentale et sexuelle. Un reportage de Patrick Nilidandi. Cette formation avait pour objectif de renforcer les rôles des médias comme acteurs clés des sensibilisations et d'éducation. Elle a permis de présenter aux participants les outils déjà disponibles au Rwanda, notamment les fascicules développés par Imbuto Foundation, ainsi que les ressources pédagogiques destinées aux écoles secondaires, dont le programme de Comprehensive Sexuality Education, élaboré par le Fonds des Nations Unies pour la population, en complément d'autres documents de référence. Cette formation a été dispensée par un expert en santé mentale et sexuelle
de l'ASMECER, Dr Patana Molisanze, un psychiatre spécialiste des questions touchant à la sexualité et qui exerce en Suisse. Pour chaque année, plus de 20 000 jeunes adolescentes de moins de 18 ans qui tombent enceintes avec des grossesses non désirées et des conséquences au niveau psychologique, sociétal très importantes. Donc la formation consistait à donner des outils, mais aussi des connaissances par rapport à cette problématique pour que les journalistes, les hommes des médias puissent faire bénéficier à la population et ceux qui les écoutent les stratégies, les informations, l'éducation pour prévenir ce fléau. Au-delà des aspects techniques, les échanges ont également mis en lumière les défis culturels et religieux qui freinent encore l'accès à une éducation à la sexualité complète, tant au sein des familles qu'à l'école. Les tabous persistants, les difficultés de communication entre parents et adolescents, ainsi que certaines normes sociales compliquent la mise en œuvre effective des stratégies de prévention. Déjà, pour bien informer, il faut s'informer soi-même. Il faut avoir de l'information, il faut sensibiliser mais sans stigmatiser, il ne faut pas du sensationnalisme, il faut donner des informations qui tiennent sur des ressources officielles mais acceptées, tout en respectant, ça c'est important, la culture rwandaise, les croyances de chacun et dans des termes beaucoup plus clairs et respectueux. L'un des participants à la formation a déclaré à Arabié que cette formation lui a été bénéfique et va améliorer sa capacité dans la diffusion des messages à la population. Nous avons l'information requise sur la santé mentale et sexuelle parce que c'est une éducation et c'est une information. Une éducation parce que nous avons des tabous de gauche à droite culturels qu'il faut briser. Par exemple, s'exprimer aisément, efficacement sur les rapports sexuels. Dans le contexte rwandais, c'est un peu tabou, c'est difficile de parler du sexe en public. Maintenant que le moment est venu pour qu'on en parle et que, disons, nous les journalistes recommandons à nos familiers que les parents parlent à leurs enfants de la sexualité, surtout une responsabilité qui doit résulter de cette sexualité. Plus on est informé, plus on est responsable et plus on pose un acte loyal. Si les initiatives existantes témoignent d'efforts importants, elles montrent aussi leurs limites. Dès lors, cette formation souligne la nécessité d'aller au-delà de la seule éducation à la santé reproductive en intégrant pleinement une éducation à la sexualité globale. Une approche plus complète, plus contextualisée et plus ouverte apparaît aujourd'hui essentielle non seulement pour prévenir les grossesses précoces, mais aussi pour promouvoir une sexualité responsable, épanouie et sans risque à laquelle chaque individu aspire. Recevoir pour reconstruire. Demain, le 7 avril, débutera la période de commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda. L'accompagnement des survivantes du génocide contre les Tutsis prend un nouveau visage, celui de la résilience active. Après avoir porté le projet Voices of Hope, l'invité de cette grande édition, Irma Ihumure, franchit une nouvelle étape avec la création de l'organisation Kira. De la rénovation des foyers à la guérison des cœurs, elle mise sur l'autonomisation pour restaurer la dignité. Bonsoir Irma Ihumure et bienvenue à la grande édition. Bonsoir David, merci oui. pour l'invitation. Oui, alors vous avez commencé par recueillir 30 témoignages avec Voices of Hope, qui est une série d'interviews que je pense que la plupart de nos téléspectateurs et des Rwandais connaissent assez bien. Pourquoi était-il crucial pour vous de passer du récit, que ce soit le vôtre ou celui des autres survivantes, à l'action concrète sur le terrain en faveur de ces survivantes? Merci. Avec Voices of Hope, c'était essentiel, c'était important de créer un espace où les femmes survivantes pouvaient finalement s'exprimer et partager leur histoire. Et pour certaines, c'était leur première fois. Mais le récit, bien que ça soit puissant, bien que ça soit important,
j'ai vite compris que ça ne suffisait pas. Parce que en écoutant ces histoires, ça te pousse à l'action. Tu ne peux pas juste entendre sans agir. Et voilà pourquoi ça m'avait poussée au concret. Et je me suis dit, bien que je vais continuer à encourager les femmes à parler, prise de la parole, la liberté de s'exprimer, de partager leurs blessures, leurs histoires, c'était aussi quand même important de savoir c'est quoi leur vie. Comment puis-je les accompagner davantage pour non seulement la libération de la parole, mais aussi la restauration, se reconstruire au quotidien. Oui, alors votre organisation, Kila, porte un nom fort qui signifie guérir et prospérer. Comment conciliez-vous la santé mentale et l'autonomie économique de ces femmes survivantes du génocide avec qui vous avez si bien connecté et avec qui vous continuez de travailler? Franchement, pour moi, c'est quelque chose qui va de pair. C'est important, oui, de parler de la guérison du cœur, de l'âme, mais ok, tu vas me parler de la guérison de l'âme alors que je n'ai pas mangé, alors que je n'ai pas de maison, alors que mon enfant ne peut pas aller à l'école. Donc ça va de pair. Ou bien tu me donnes une maison ou tu m'aides financièrement, mais je suis tellement brisée à l'intérieur. Moi, je pense qu'on a besoin que ça doit aller de pair, en fait. Donc, tu m'aides à guérir, à m'exprimer émotionnellement, mais aussi financièrement. Pose-moi des questions. Quelles sont mes capacités? Ou bien, comment est-ce que tu peux même m'aider à développer ces capacités pour pouvoir travailler, pour pouvoir emmener cet enfant à l'école? Donc, ça va de pair. Oui. Alors, vous avez rénové des maisons, vous avez œuvré à scolariser des enfants. Quel est l'exemple de transformation qui vous a le plus marqué depuis le lancement de ces activités? Il y a pas mal d'exemples, mais là, je pense à une femme. Une femme, elle faisait partie aussi de 30 femmes, de Voices of Hope, les 30 histoires en 2024. Et son histoire m'avait particulièrement touchée parce que c'est une femme qui ne se souvient de rien parce qu'elle était très jeune. Même le nom qu'elle porte, c'est un nom qui lui a été donné à l'orphelinat. Et là, après un parcours très difficile par le viol, et elle était tombée enceinte, elle a eu 2 enfants. C'est une histoire vraiment qui m'avait particulièrement touchée. Et puis, par après, j'avais plus de ses nouvelles parce qu'elle était gravement malade. Et ça m'avait poussée à vouloir savoir où est-ce qu'elle vit. Et elle était dans des conditions très, très difficiles. Et donc, j'ai pu l'accompagner. Elle s'est déplacée, on l'a relocalisée dans un meilleur quartier. Et on l'a accompagnée, elle a trouvé un travail. Et son enfant est à l'école, il réussit très bien. Et là, pour moi, c'est transformer une vie, mais plutôt, pas seulement transformer une vie, mais aussi restaurer la dignité de cette femme. La dignité, c'est bien sûr un thème qui revient souvent dans vos prises de parole. Alors en cette période qui commence à partir de demain, le 7 avril, une période de Kwibuka, une période de deuil où nous commémorons pour la 32e fois le génocide perpétré contre les Tutsis ici au Rwanda, vous insistez encore une fois sur la santé mentale. Est-il encore difficile aujourd'hui, 32 ans plus tard, de briser les stigmas autour du traumatisme et de la prise de parole autour du traumatisme, et quelles sont les contributions, que ce soit de la part des influenceurs ou des décideurs, qui devraient être préconisées? Bien sûr que c'est toujours un défi. Même 32 ans après, il y a toujours des survivants, des survivantes qui vivent leur vie avec des blessures, mais en silence. Parce qu'eux, ils sont toujours dans la mentalité où ils se disent « alors en parler, ça va changer quoi ?» On a tué ma famille, alors si j'en parle, qu'est-ce que ça va changer? Et les gens ne se rendent pas compte que la guérison, en fait, commence toujours par l'ouverture, le partage. Et moi, j'insiste sur cela parce que je sais ce que ça a fait pour moi, personnellement. Quand j'ai commencé de partager mon histoire, d'en parler ouvertement, ça m'a profondément libérée et guérie. Alors moi, j'encourage les gens qui sont passés
passés par cette histoire, qui ont été affectés par cette histoire, de se libérer et de partager. Et pour parler des influenceurs, il est temps vraiment qu'on enlève ces stigmas autour de la santé mentale et il faut vraiment en parler couramment. Il faut en discuter couramment. Et si quelqu'un demande de l'aide, ça ne doit pas être vu comme une faiblesse, mais plutôt une force. Et j'encourage aussi nos autorités d'en parler et vraiment de renforcer ce genre de conversation, mais aussi ce genre de service. On verra que la thérapie, c'est trop cher. C'est quelque chose qui doit être discuté par nos autorités pour voir comment les gens peuvent accéder à ces services. Parce que si une session de thérapie est plus chère que disons, un jeune peut pouvoir s'en procurer, alors on a sûrement besoin de l'aide dans ce cadre aussi. Oui, alors pour clore cette conversation, votre mantra, c'est guérir les cœurs, transformer les vies. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ou qu'est-ce que vous visez à communiquer par ce mantra? Par le mantra guérir les cœurs et transformer les vies, j'aimerais vraiment communiquer, si même je peux me tourner vers le public, un cœur guéri, un cœur épanoui, c'est vraiment le début d'une vie transformée. J'y crois fortement. Alors si tu veux vraiment changer ta vie, et surtout les gens, les Rwandais en général, on ne peut pas continuer de vouloir arriver au succès ou bien à construire nos carrières alors qu'on ignore le côté émotionnel. Et moi, j'y crois fermement à Kira que si on peut vraiment créer cet espace où les gens sont libres de parler, où les gens sont libres de guérir émotionnellement, mais pas seulement ça, aussi créer des opportunités. Créer des opportunités, chercher le financement pour ces femmes, pour que même économiquement, on soit libre, parce que ça doit aller de pair. C'est l'équilibre que je cherche. L'équilibre entre cette santé mentale, cette bonne santé mentale et cette autonomisation financière, économique des survivantes du génocide contre les Tutsis, un défi que vous vous lancez, un combat que vous continuez à poursuivre, mais aussi à libérer la parole sur le témoignage. Merci beaucoup à Irma Ihumure d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup David de me recevoir. Oui, et c'est par ici que nous allons clore cette grande édition. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Ce sera un plaisir de très bientôt vous retrouver.